Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine, au fond, le magazine des leaders, le magazine qui vous permet de comprendre en profondeur des questions de développement de la République démocratique du Congo et même du monde. J'ai un grand plaisir aujourd'hui de recevoir pour vous un monsieur très important et un monsieur qui a une expérience à partager avec vous, de l'expertise à partager avec vous. Nous allons donc échanger autour d'un thème que j'ai intitulé Diaspora congolaise, force et faiblesse. Et ce thème va nous permettre de parler de nos compatriotes qui vivent en dehors de nos frontières, en Europe, en Amérique, en Asie et un peu partout à l'heure du développement de ce beau pays que Dieu a bien voulu mettre à la disposition des Congolais. Je vous prie de vous abonner massivement à notre chaîne Congo Market TV pour ne rien rater sur ce que nous produisons comme programme à l'intention de Congolais et même aussi du monde. Sans plus tarder, je m'en vais donc dans cet entretien avec mon invité. Je reçois donc pour vous Monsieur Barthélemy Tchibango. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Dionide. C'est un grand honneur pour moi de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes bel et bien dans les bâtiments, dans les installations de Congo Market TV que vous avez suivi depuis l'Europe. Exactement. Et déjà, je vous remercie de m'accueillir dans cette chaîne que je suis depuis quelques temps. Et effectivement, je suis de la diaspora. J'ai quitté le Congo à la fin des années 70, exactement 78, 78 comme on dit ici. Et j'ai fait une carrière d'environ 40 ans. Et au jour d'aujourd'hui, Dieu m'a béni, j'ai pris une retraite de cadre de l'État français. Sachant aussi que je suis... Alors que vous paraissez jeune. Merci beaucoup. Mais voilà, c'est une rigueur de vie aussi qui fait qu'on peut se tenir en bonne santé, même à un certain âge. Je voulais aussi signaler que j'ai également une expérience de l'armée française, puisque j'ai été incorporé dans l'armée française comme tous les Français, même si j'avais déjà au-delà de 18 ans. Mais c'est la règle, donc j'ai été incorporé dans l'armée française, j'ai fait l'armée des terres française. Et là aussi j'ai été béni puisque j'ai fait le peloton d'élève gradé, donc je suis sorti comme avec un grade de l'armée française. Et je suis heureux de partager mon expérience avec vous. Merci beaucoup. Alors, je voudrais d'entrée de jeu que vous partagiez un peu l'expérience, comment vous vous retrouvez en France. Qu'est-ce qu'il y a eu? C'était un rêve? C'était une ambition que vous nourrissiez? Comment vous vous êtes retrouvé en France? Oh, c'est une longue histoire. Je pense que revenir sur le passé, voilà, c'est très compliqué. Non, simplement, vous savez, à l'époque, nous étions dans des très bonnes conditions d'études. Hein, donc moi, en fait, j'ai fait le petit séminaire. J'étais destiné à devenir prêtre. C'est quel petit séminaire déjà? Des Louébo. Okay. Voilà. Et Dieu a fait que... les collègues, vous vous en souvenez? Oui, j'en souviens. J'en ai rencontré ici que je n'ai pas vu depuis plus de 40 ans. Par exemple? Par exemple, Maître Tchalou, qui viendra tout à l'heure ici, qui est mon aîné. Par exemple, le colonel Mouka. Okay. Par exemple, mon homonyme Walter Tchibango, lui qui vit au Canada. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. C'est bon. Voilà. Voilà. Je voulais surtout aussi dire que... je suis un peu peiné parce que j'ai lu dans les réseaux sociaux et ailleurs l'image qu'on a ici de la diaspora. Hein, je voudrais vraiment que les Congolais revoient cette façon de traiter les gens de la diaspora. Donc, vous faites des bonnes études à l'époque au petit séminaire de Lebo. C'est ça. Et après, qu'est-ce qui arrive? Vous venez à Kinshasa? Alors, c'est un peu particulier en fait. Donc, effectivement, quand on terminait, on avait ce diplôme d'État, on venait tous à Kinshasa. Hein, et là, on devait avoir des inscriptions dans les universités. Je voulais faire la médecine, j'étais inscrit en médecine. Puis quelques jours après, quand les nominations sortaient à l'époque dans les journaux, je vois que je suis affecté à Bukavu, dans le centre préuniversitaire. Avec mon grand frère, on va au rectorat, on va... Donc à l'époque, c'est l'État qui affectait les étudiants automatiquement, dans les universités. tout à fait.
Et selon les souhaits quand même, selon le souhait des étudiants, bien sûr, des élèves. Et donc, je me suis retrouvé à Bukavu, au centre pré-université de Bukavu. J'ai étudié là-bas de septembre jusqu'à environ mois de mai-juin. Parce qu'en ce moment-là, mes frères commençaient à envisager mon départ à l'étranger parce que ils étaient déçus de cette très mauvaise nouvelle du fait qu'au lieu d'être en médecine comme c'était prévu, je me suis retrouvé à Bukavu. Okay. Donc, ils n'étaient pas contents. Ils ont dit, bon, écoutez, toi, tu vas partir à l'étranger. C'est ainsi que je suis parti en France. Là aussi, je peux vous raconter aussi, mais je ne vais pas entrer dans le détail parce que j'avais également une inscription pour aller aux États-Unis. Figurez-vous, j'avais passé les tests à l'ambassade des États-Unis. Ça s'appelait le TOEFL, je ne sais pas si c'est toujours les mêmes. Ah oui, j'avais un bon niveau d'anglais pour aller aux États-Unis. Et bien là, pareil, au dernier moment, on me dit non, finalement, vous n'allez pas aux États-Unis. Bon, je devais aller à l'université de Lumumba en Russie. Moi, j'ai dit non, négatif, je ne veux pas aller en Russie. Je n'aime pas la Russie. Enfin, je ne sais pas que j'aime pas la Russie, mais je ne voulais pas y aller. Ainsi donc, je me suis retrouvé aux États-Unis, en France, grâce à Dieu. Ok, vous arrivez en France, c'est quoi l'expérience? L'accueil, c'est comment? L'installation? Non, j'étais très bien. J'étais très bien accueilli en France parce que mon frère avait fait un arrangement avec un attaché militaire, de l'ambassade du Zaïre à l'époque, en France, qui m'avait accueilli, qui m'avait installé dans les logements que l'ambassade louait pour les étudiants congolais, mais plutôt qui faisaient l'armée, qui étaient étudiants militaires en fait. Vous voyez, c'était déjà prémonitoire pour moi. Je ne m'attendais pas à faire l'armée française, mais vous voyez, comme quoi Dieu prépare toujours bien les choses pour ceux qu'il aime. Donc en fait, j'ai été logé là-dedans pendant à peu près un an. Après, que j'ai fait comme tout le monde, je n'étais pas boursier, je me suis débrouillé comme tout le monde, des petits boulots pour vivre, payer sa chambre et ainsi qu'on sort. Donc en fait, c'est un parcours que les gens doivent savoir, mais malheureusement qui n'existe plus aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, j'arrivais, tu avais donc ton visa, tu avais ta carte d'étudiant, dès que tu as une inscription à l'université, tu pouvais travailler 20 heures par semaine pour pouvoir payer ta chambre quand tu n'étais pas boursier. Et ainsi de suite, tu fais ton chemin. C'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je sais que c'est de moins en moins le cas. Donc la majorité de ceux qui quittaient le Zaïre à l'époque, oui, pour l'Europe, c'était pour les études. Essentiellement pour les études, absolument. Et ils ont réellement étudié. Absolument. Est-ce qu'il y a une différence entre vous qui avez étudié à l'époque et ceux qui sont venus dans les 30 dernières années ou les 20 dernières années? Oui, il y a une énorme différence. Parce qu'à l'époque, nous, on venait pour étudier. On était jeunes. J'avais à peine 19 ans quand j'ai quitté le Congo. Aujourd'hui, enfin, depuis une trentaine d'années, c'est plutôt des gens qui venaient comme réfugiés politiques. Alors que nous, à l'époque, ce n'était pas le cas. Des réfugiés politiques ou des gens qui étaient... Il y en a eu réellement des réfugiés politiques. À mon époque ou maintenant? À l'époque. À mon époque, il n'y avait pas de réfugiés politiques. Ou très peu en tout cas. Okay. À mes connaissances, on était dans le groupe où j'étais, on était essentiellement des étudiants. À peu près combien? Je ne peux pas chiffrer, j'ai pas le chiffre, mais on était pour la plupart, on se connaissait, on faisait un groupe, on était essentiellement des étudiants. Et c'était quoi la réputation à l'époque? On était très respectés. Et en plus à l'époque, je ne me rappelle plus, c'était les Zaïre ou le franc, on avait une équivalence de monnaie qui était à notre avantage. On partait avec, je ne sais pas moi, je prends un exemple bête, 100 francs congolais, on avait 100 francs français. Ou un peu plus d'ailleurs à certaines époques. Donc c'était une époque, franchement, qui était tout bénéfice pour nous. Voyez, on était respectés, le Congolais, les Aïrois à l'époque, mais après on était respectés. On allait dans une administration, on était respectés. Alors que les 30 dernières années ont amené des réfugiés politiques et des réfugiés économiques. Des vrais et des faux. Après, je ne rentre pas dans ce débat-là. Maintenant, voilà, ça a un peu cafouillé l'image du Congolais, voilà, qui s'est mis pour survivre à faire voilà, des petits boulots, des choses comme ça. Alors qu'à l'époque, nous, on n'avait pas trop de problèmes de trouver du travail. Moi, comme étudiant, je trouvais du boulot quand je voulais, quoi. Je peux commencer un travail aujourd'hui et changer l'autre demain. Alors, maintenant, ma question, c'est en rapport avec ce que je disais dans l'introduction de cette émission. La diaspora congolaise
forces et faiblesses. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons considérer que le fait pour ce pays d'avoir beaucoup de compatriotes en Europe, c'est une force ou une faiblesse? Assurément, c'est une force. Si quelqu'un veut me dire le contraire, il faudrait qu'il argumente. Je vais faire un parallélisme avec quelques autres pays qui ont eu aussi des diasporas. On prend l'exemple de la Chine. Il faut savoir que la Chine, d'ailleurs et le Japon aussi, on les accusait à l'époque, nous étant encore très jeunes, de copieurs. Vous voyez? Donc la diaspora chinoise venait copier en Europe pour pouvoir ramener dans leur pays ces connaissances-là. On a vu ce que ça donnait. Aujourd'hui, la Chine, personne ne peut douter de sa technicité. Hein? Même si on dit que le produit chinois ne dure pas longtemps, mais ça dépend aussi de l'acheteur, s'il veut payer moins cher ou pas. Oui. Maintenant, je peux prendre un autre exemple, c'est les pays maghrébins. Le plus frappant, c'est le Maroc. Le Maroc, la diaspora marocaine, a apporté énormément à son pays. Des ingénieurs marocains. Aujourd'hui, le Maroc fait des choses extraordinaires. D'ailleurs, entre parenthèses, on a un grand frère qui est ingénieur en automatisme en France, qui lorsque le Maroc achète des centrales téléphoniques, c'est lui qui va vérifier la conformité de ces centrales par rapport au cahier des charges des Marocains. Vous voyez? Donc, ils ont vraiment profité de leur diaspora. Et d'ailleurs, ça se voit même au niveau enseignement. Voilà, le Maroc a un bon niveau d'enseignement. La Tunisie, plus ou moins, parce que je connais moins la Tunisie, mais le Maroc, parce qu'on vit avec les Marocains, on échange avec eux, on sait que le Maroc a bénéficié énormément de sa diaspora. Mais aux États-Unis, par exemple, la communauté congolaise n'est pas très connue par rapport à la communauté nigériane, par exemple. Alors, avant de répondre à cette question sur les États-Unis, je vous donne un autre exemple. Ce sont comment on les appelle, la diaspora des pays anglo-saxons, comment on appelle les Africains anglo-saxons, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, les Ghana, des choses comme ça. Mais ils ont des diasporas qui font énormément de choses, aussi bien au niveau compétences qu'au niveau investissement. Pourquoi? Parce que eux, surtout les étudiants dans les pays anglophones, ils rentrent dans leur pays non pas pour chercher du travail, mais pour créer des entreprises. Et ils ont un accompagnement. Ils ont un accompagnement, absolument. Et là, c'est là où je voudrais aussi alerter, alerter les Congolais sur cet aspect des choses par rapport à la diaspora. Pour répondre à la question sur les États-Unis, vous savez que nous, les Congolais, on sommes des gens qui ne veulent pas s'afficher. On s'affiche que pour montrer des costumes, pour montrer des belles voitures, pour montrer la belle vie qu'on a. Mais vous avez certaines communautés qui se montrent par leurs élites. Moi, je vois, vous savez, il y a un jeune Sénégalais, il n'y a pas très longtemps, qui a vécu en France, qui a étudié en France, mais qui n'a pas eu d'ouverture professionnelle en France. Il est allé aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est un des millionnaires aux États-Unis, un Sénégalais. Et il fait actuellement des conférences partout dans le monde pour expliquer son expérience française et américaine. En France, il a été traité beaucoup moins bien, c'est lui qui le dit. Et aux États-Unis, on lui a donné toutes les opportunités possibles. C'est devenu un grand monsieur. Donc c'est pour dire que le Congolais aux États-Unis, il y a plein de Congolais aux États-Unis, des grands intellectuels, des ingénieurs, des médecins, des choses comme ça. Mais chacun vit en autarcie. Hein, et on n'est pas très communautaire en réalité. Ceux qui ont des activités ne veulent pas associer absolument. Je vais vous donner un exemple personnel. Quand j'ai commencé à travailler comme conseiller bancaire à la Banque Postale, c'est la création de la Banque Postale tout au début. Alors on était au milieu des années 90. Un jour, mon frère est venu. C'est un Quinois, il a grandi ici à Kinshasa. Et comme tout Quinois, il se retrouve dans leur groupe, amis et tout ça. Il entend quelqu'un dire « Tiens, j'ai été dans un bureau de poste à Boulogne-Billancourt, je viens un conseil qui s'appelle Chibango Barthélemy. » Mon frère dit « Ah bon ?» Il dit « Oui, Baloubo et Baza partout. » Et mon frère leur a dit, non, vous savez, c'est mon petit frère. Vous parlez de mon petit frère que je connais bien. Donc, c'est pour vous dire qu'au lieu d'encenser, d'encourager ou de féliciter, on est toujours dans la critique négative. Et ça, nous devons changer aussi ce côté-là de notre personnalité. D'accord. J'en profite pour saluer mon ami LKM,
qui a une grande boutique aux États-Unis à Atlanta, qui est un partenaire pour moi. C'est des gens comme ça qu'il faut encourager, des gens qui excellent. Mais lorsque vous regardez la diaspora congolaise en France, vous avez quelle impression que vous avez gardé le cap de la communauté à l'époque où vous êtes arrivé en France, ou aujourd'hui vous regrettez, vous vous dites ce n'est plus une force mais c'est une faiblesse? Lorsque vous comparez les époques, vous vous dites hier par rapport à aujourd'hui, sur l'échelle de 10, on est où aujourd'hui? Non, je ne peux pas porter jugement. Je pense que c'est toujours une erreur de porter des jugements sur les gens, sur les époques, sur les uns et les autres. Pourquoi? Les périodes ne sont pas les mêmes. Moi, je suis arrivé, j'ai pas eu des problèmes de papier, j'avais ma carte de résident. Étudiant au départ et résident salarié après. Aujourd'hui, les gens, ils arrivent, c'est très difficile d'avoir les titres de séjour en France. Très difficile. Et donc, on ne peut pas comparer les périodes. Ce qui est vrai, c'est que la diaspora d'aujourd'hui a moins de facilité, par exemple, d'étudier qu'à mon époque. Parce qu'aujourd'hui, on arrive, on va étudier quand, comment, et on va payer sa vie de tous les jours comment. D'abord, au niveau des papiers. Pour avoir des papiers. Peut-être qu'il va mettre 3 ans, 4 ans pour avoir les titres de séjour. Et pendant ce temps-là, il fait quoi? Il ne peut pas s'inscrire dans les universités. Parce qu'il faut avoir des documents valables. Donc, c'est toutes ces choses-là qui m'amènent à dire qu'on ne peut pas juger ni les diasporas, ni les périodes, parce que les contextes ne sont pas les mêmes. Il ne faut pas oublier que la crise, elle est aussi elle est mondiale. Vous savez, la France a connu aussi une grande crise économique. Donc, à partir de là, forcément, ça ne peut pas être pareil. Ce que je peux simplement dire qu'aujourd'hui, nous avons nos enfants qui sont nés en France, notamment, dans la diaspora, qui aujourd'hui font notre fierté. Vous savez que les enfants congolais sont classés parmi, les enfants des Congolais de la diaspora, sont classés parmi les enfants qui font les meilleures études et qui vont le plus loin dans les études. Absolument. Et ça doit être une fierté pour les Congolais. On ne peut pas toujours dire à les diasporas, ils viennent ici, voilà. Mais ils vont loin dans les études à pays, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils travaillent. Moi, par exemple, je donne le cas de mon fils aîné. Il est aujourd'hui un conseiller bancaire en entreprise. Vous voyez? J'ai un fils qui fait actuellement l'intelligence artificielle. Une grande école d'intelligence artificielle. Vous voyez? J'ai des enfants, voilà, il y a certains, il faut le management. Ils sont dans les affaires. Non, dans les affaires encore, mais j'ai mes filles, par exemple, qui ont été des grandes championnes de judo. J'ai des jumelles qui étaient des grandes championnes de judo. Mais après, elles vont changer de nationalité. Mais ils sont nés là-bas, ils sont automatiquement français, il n'y a pas de doute là-dessus. Changer de nationalité ne pose pas un problème. Il faut aussi voir ça de façon positive. Vous avez des Chinois américains, vous avez des Israéliens français. Non, ça, c'est aussi un autre débat. C'est un autre débat. Que les Congolais doivent absolument, comment je vais dire, sortir de cette histoire de nationalité. Surtout pour les gens qui sont Congolais d'origine. Okay. Ouais. Mais lorsque vous arrivez à Kinshasa, en RDC, oui. Lorsqu'il faut parler, par exemple, je prends l'exemple juste de la présidence de la République, qui est aujourd'hui sous tous les projecteurs critiqué, parce qu'on dit le président de la République a fait venir ses amis de la diaspora, Permettez-moi. Je vous laisse parler. Il a placé ses amis de la diaspora dans différents services, dans tous les coins de la présidence de la République, et que les résultats ne suivent pas. Permettez-moi de ne pas rentrer dans ce genre de débat, parce que je ne suis pas venu au Congo pour des débats polémiques. Moi, je veux parler aujourd'hui d'une diaspora qui est responsable. Moi, je veux parler des gens qui ont fait 40 ans de métier en France, au niveau des cadres, voire des cadres supérieurs. Moi, je veux parler des Congolais qui sont enseignants, qui sont professeurs dans les universités, dans des lycées, dans des collèges. Moi, je veux parler des Congolais qui sont cadres ou cadres moyens dans les entreprises. Je veux parler des Congolais qui sont aujourd'hui, qui font la fierté de la communauté congolaise parce qu'ils ont élevé leurs enfants dans une certaine dignité, les enfants qui font de bonnes études. Donc, je ne viens pas ici, je ne veux pas parler des polémiques au Congo sur la diaspora. Ça, je m'excuse, mais je ne veux pas entrer là-dedans. Barthélémy, vous êtes d'accord avec moi que la Libye a été une force grâce à la diaspora?
Parce que Kadhafi lui-même était un fruit de la diaspora. Quelqu'un qui est allé prendre l'expertise chez les autres et qui a ramené chez lui pour bâtir la nation. Mais est-ce que cette force-là, aujourd'hui, est en difficulté au Congo par rapport au développement de ce pays, des gens qui ont acquis l'intelligence, le savoir-faire en France, aux États-Unis et partout ailleurs, pour venir appliquer au Congo? Est-ce que ça pose problème? Non, ça ne devrait pas poser problème. Mais pourquoi donc ça devrait poser problème? Moi, je suis ici, j'ai envie de faire des choses, mais personne ne m'empêche de le faire. C'est ma propre détermination qui peut m'empêcher de le faire. Mais on entend toujours dire que les portes sont fermées et tout. Est-ce que tout dépend du projet que vous ramenez, de votre approche? Non, 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 non. Je pense que souvent, et ça c'est un peu humain, et surtout congolais, quand on a échoué, on refuse d'assumer ses propres turpitudes ou ses propres incompétences ou ses propres échecs. Quand on me dit oui, les portes sont fermées, quelle porte? Moi, je peux aller à l'INPI, je dépose mon brevet. Je peux aller au guichet unique, j'ouvre ma société. Il n'y a personne qui va m'en empêcher. Ceux qui disent cela, ce sont des gens, probablement qui n'ont pas de métier en Europe ou qui ne travaillent pas, qui viennent chercher du travail au Congo. Et quand même on vient chercher du travail au Congo, on veut être fonctionnaire, on veut être ministère, on veut être ceci, cela. On cherche des métiers publics. On ne vient pas créer. On ne vient pas créer. Et c'est ça qu'il faut effectivement combattre. Ça, on doit le combattre. Que quelqu'un vienne de l'Europe avec une expertise qu'il va apporter au pays, très bien. Et s'il ne sait pas se vendre, hein, vous savez, en marketing, les 4 P. Oui. Hein, si on ne sait pas se vendre, le produit, le prix, voilà, la promotion et la communication. Si on n'est pas capable de se vendre, on va dire oh, ben c'est la faute à la présidence, les diasporas, mes blocs et autres. Non, 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 je suis désolé. Il y a des jeunes gens, j'étais en contact avec des jeunes gens qui viennent de la diaspora, qui ont créé des entreprises, notamment dans le domaine alimentaire, qui ne se portent pas trop mal, qui se battent comme ils peuvent. Est-ce que cela est le fait de savoir qu'au Congo, il n'y a pas tellement d'emplois, et les peu d'emplois qu'il y a au Congo, ceux qui viennent de la diaspora, pour les prendre, ça crée un problème? Je ne suis pas d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'emploi au Congo. Je dis qu'il y a peu d'emplois. Même peu. Il y a énormément d'emplois qui ne sont pas pourvus. Il suffit de circuler dans Kinshasa pour voir qu'il y a beaucoup d'emplois qu'on peut créer. Il ne faut pas attendre que le président crée ces emplois-là. Vous voyez tous les emplois de la voirie. Les emplois de la voirie, tout simplement. Il n'y a pas besoin que le président Tshisekedi les crée. Un Congolais conscient peut le faire. Pourquoi à l'Est, les gens le font? Je vais vous donner un exemple. D'ailleurs, le président aussi en a donné un quand il a fait il a reçu je crois ça Béni ou je ne sais plus dans une des régions. Il y a un monsieur qui a dit que lui, il s'est engagé à réparer les routes. Il a fait au départ à ses frais. Hein, c'est public, hein, il en a parlé. Oui. Et ensuite, il a demandé au gouvernorat ou à la ville, je ne sais plus, qu'il puisse commencer à l'aider à faire cet entretien de route. Malheureusement, il n'a pas trouvé une porte ouverte et le président lui a dit de faire suivre son dossier et il va le garder lui-même. Voilà un Congolais qui n'attend pas que Félix Tshisekedi ou le ministre ou le premier ministre Sama crée entretien de la voirie. C'est ça qu'il faut mettre dans le tête du Congolais. Ça s'appelle l'autoprise en charge. Il n'y a pas que ça. Regardez, on a des problèmes de l'eau ici à Kinshasa. Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'ingénieurs dans ce pays pour donner des solutions? Pourquoi on doit aller chercher les Marocains ou autres? Est-ce qu'il n'y a pas d'ingénieurs agronomes pour l'alimentation? J'entends parler beaucoup de critiques sur la qualité de l'alimentation ici à Kinshasa, au Congo en général. Il n'y a pas de laborantins, des gens fabriqués en laboratoire, en chimie, en biologie, pour analyser correctement les aliments qu'on donne aux Congolais. Et ça, c'est quoi? C'est parce que le Congolais, probablement, a été habitué à ce que tout vienne de l'État. D'accord? Il faut que l'État fasse, il faut que l'État donne. Non, il faut aujourd'hui changer de paradigme. Il faut que les Congolais
Après, vous demandez ce que vous pouvez faire exactement à l'État. C'est ça l'autoprise en charge. Qu'est-ce que je peux faire demain pour que je puisse travailler, créer mon propre emploi? C'est ça qui doit être créé, c'est ça qui doit venir, qui doit habiter l'esprit des jeunes Congolais. Mais qu'est-ce qui fait que vous, nos compatriotes de la diaspora, quand vous avez vos vacances, vous ne venez pas au pays, mais vous cherchez d'autres destinations de l'Europe ou de l'Asie. Rarement sont ceux qui viennent au Congo ou qui rentrent dans leur village d'origine. Ben moi, ces derniers temps, j'entends le contraire. Il y a beaucoup de Congolais. Les avions, vous savez, la Sabena, enfin, l'ex-Sabena, Bruxelles-SN ou même Air France, quand vous prenez ces avions-là sur l'international, c'est rempli de Congolais. C'est rempli de Congolais et des Africains pour les autres pays. Non, 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 je ne pense pas. Les Congolais viennent dans leur pays. Vous savez, les gens prennent des crédits pour venir ici en vacances. Ils prennent des crédits en Europe pour venir ici au Congo. Peut-être en vacances, peut-être construire une maison, peut-être aider la famille. Hein? Vous savez que voyager, ça coûte très cher. Quelqu'un qui n'a pas de maison à Kinshasa, qui veut avoir un minimum de confort, mais ça coûte extrêmement cher. Moi, j'en suis un exemple. C'est pas donné. Et donc, c'est pour dire que les Congolais ne veulent pas venir dans leur pays, ils vont ailleurs. D'ailleurs, il y a très peu de Congolais qui voyagent ailleurs en vacances, hein. Ça dit en passant. Hein. Maintenant, ce sont nos enfants qui sont nés en Europe, qui ont grandi en Europe, qui font un peu comme les Blancs. Ils partent au soleil, ils partent au sud de la France passer les vacances. Ils partent dans les Caraïbes et autres. Vous voyez, les Congolais de nos générations, nous sommes une génération sacrifiée. Parce que nous avons tenu à réussir en Europe. Nous avons travaillé parfois pour prendre les vacances. Les vacances, on les passait à la maison. On les passait à la maison. Pourquoi? On s'occupait des enfants. On payait aux enfants qui partent dans les colonies des vacances. C'est pas gratuit. Donc, cette histoire-là, je pense que nous devons aussi, nous, Congolais de la diaspora, dire la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est une vie difficile. C'est une vie difficile, il ne faut pas croire. Vous allez trouver des gens sur les échafaudages, même en hiver, en train de construire des maisons en Europe pour nourrir leur famille. Est-ce que la peau noire elle est faite pour le froid? Pour envoyer l'argent au Congo. La peau noire n'est pas faite pour le froid, hein. Mais ils sont là, ils travaillent dans le froid. Vous avez des chauffeurs, des bus, des taxis, on ne sait rien. Hein? Et quand on vient ici, on ne dit pas la vérité, on ne dit pas que c'est difficile. On arrive en costume, comme je l'ai aujourd'hui. Le bon côté, on amène une voiture, on construit une maison. On a peut-être pris un crédit en Europe qu'on va payer pendant 20 ans pour faire ça. Donc, c'est juste pour dire que nous devons nous unir en fait dans nos réflexions. C'est-à-dire les Congolais qui ont grandi ici, comme mes collègues que j'ai rencontrés, et les Congolais qui sont partis. Nous devons être, disons, honnêtes entre nous dans nos échanges. Voilà ce que je vous dis là. Je peux vous en dire d'autres, mais ce n'est pas le but du sujet. Mais il y a une grande souffrance de la diaspora que vous ignorez. Vous voyez les apparences. Moi, aujourd'hui, je suis fier, malgré la souffrance que j'ai connue dans le passé. J'ai une retraite de cadre de l'État français, mais je suis loyal à la France. Je ne viens pas ici, je cache mon passeport français dans ma valise. Il y en a qui le font. Et ce n'est pas honnête. S'ils ne sont pas honnêtes avec ça, ils ne sont pas honnêtes avec le Congo non plus. Hein. Et ça, ce sont des choses, ce sont les antivaleurs qu'il faut combattre. On arrive ici, on est citoyen américain, on dit que je suis américain. Je veux travailler pour l'État congolais, on se constitue en consultant ou autre. On ne veut pas ici faire semblant qu'on n'est pas... Donc, en fait, la double nationalité ne peut pas empêcher à un citoyen de travailler pour le Congo. Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Et comment ça s'empêcherait? Il n'y a pas d'Américains qui travaillent ici au Congo. J'étais dans un hôtel, il y avait plein. Américains, des Chinois, je sais pas, plein de Ouest-Africains. Je pense que... je vous remercie parce que ce genre d'émissions permettent aussi de crever l'abcès sur certains points de la diaspora. Moi, je ne condamne pas la diaspora. Je vous ai dit dès le départ. Et je ne juge pas la diaspora. Moi, je suis arrivé en Europe à un moment, il y avait les associations comme les Tchankaï, des Kassaïens, les associations, plein d'associations, les gens du Bandundu et autres, et autres, et autres.
Malheureusement, avec ce qui s'est passé dans ce pays, certaines associations ont mué en associations plus ou moins tribales. On retrouve que les mêmes personnes dans ces associations-là. Et ça, c'est dommage. Et ça, c'est parmi les choses que nous devons aussi combattre. Hein. Et donc, c'est pour dire que la diaspora, elle est diverse, mais il n'est pas question de la juger. Parce que vous ne savez, on ne sait pas ce que chacun vit dans la diaspora. Vous avez des gens qui vous semblent bien gras et tout, mais dans la vie de tous les jours, c'est des gens qui souffrent énormément. Les compatriotes de la diaspora, vous caractérisez plus lorsque vous êtes ici du comportement que vous avez acquis en Occident, c'est que chacun pour soi, chacun vit pour soi et personne ne s'occupe de l'autre. Et même quand vous venez ici, vous avez tendance à l'appliquer ici et c'est ce qui vous met en porte-à-faux avec les compatriotes qui sont restés au pays. Vous savez, moi je dis toujours ceci, dans toute société, dans toute communauté, il y a du bon à prendre et du mauvais à laisser. Vivant en Occident, mon cas, je suis arrivé, j'étais un jeune garçon, 19 ans. Moi, je peux dire que ma façon de faire les choses, elle est totalement à 99% occidentale. Ça ne veut pas dire que quand je viens ici, je vais commencer à juger les gens. Non. On a tendance à le faire, hein. Je ne le nie pas. Des fois, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez? Mais il faut savoir aussi tenir compte de l'environnement dans lequel on est. On ne peut pas juger, je ne sais pas, je vais prendre un exemple bête, c'est... j'ai discuté un jour avec un ami, il m'a dit, oui, les gens demandent trop d'argent ici. Quand vous allez vous garer, je vais souvent, j'étais à la Gambie, là, je vais souvent au cybercafé Batete, là, quelque part là, ou alors au pressing à côté. Et quand je vais avec un véhicule, pour se garer, vous avez quelqu'un qui vous garde la place et tout ça, et à la fin, il vous regarde. Tant que vous ne faites pas ce geste-là, il est là à vous regarder. Bon, au début, je ne comprenais pas, en fait. Au début, je me disais, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais en fait, j'ai compris, en fait, il faut lui donner quelque chose. C'est qui est normal. Quand on voit les salaires des gens, quand on voit, comme vous dites, les gens vivent en communauté, comme on dit, quand on a un petit poste, au lieu d'avoir sa femme et ses enfants, on a cousin, neveu et tout ça. On ne peut pas s'en sortir comme ça. Et ça, c'est le bon côté aussi à prendre de l'Occident. Ça veut dire que l'Occidental ne vit pas en famille. C'est faux. Ce qu'on dit là, c'est faux. L'Occidental fait les fêtes des familles, il se retrouve régulièrement en famille et tout ça. Par contre, tout ce qui est gestion au quotidien de sa vie ou du côté financier, il n'y a pas l'argent distribué tout le temps. C'est pas possible. À un moment, il n'y en a plus. Et donc, pas de générosité. Et pas de générosité. La générosité de l'Occidental se fait à travers des associations. La première raison, c'est que c'est la bonne conscience. Quand on donne aux pauvres par l'intermédiaire d'une association. La deuxième raison, c'est que ce qu'on donne vient en partie des réductions ou des déductions des impôts. Alors, ces deux notions, je ne vais pas dans le détail, mais quand on verse par exemple 300 € à une certaine association qualifiée d'utilité publique, les 300 € deviennent en diminution de votre impôt sur les revenus. Il y a d'autres associations, quand vous donnez par exemple 1 000 €, ils viennent en diminution du montant de vos revenus, en fait. Donc, c'est juste la petite notion-là. Mais c'est pour dire que il faut aussi que dans ce pays, qu'on puisse faire ce genre de choses. Qu'on puisse dire que, voilà, si vous donnez, par exemple, pour financer vos métiers, hein, de la communication, parce que vous ne vendez pas de la marchandise, vous vendez des idées, vous vendez des plages horaires, des publicités et tout ça. Pour l'État peut vous soutenir, non pas en prenant l'argent au trésor public, mais en demandant aux sponsors, par exemple, quand ils vous donnent par exemple 3 000 €, excusez-moi, je parle en euros, mais 3 000 $, désolé. Et donc, ces 3 000 $, on peut dire que 25% vont diminuer ces impôts. Ça peut être 25, ça peut être 50, mais ça, c'est une autre idée. Et ça va vous aider à avoir les moyens de faire vivre votre entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, il n'y a pas besoin de sortir de grandes écoles pour le dire. Hein. Quelqu'un qui a vécu en Europe sait que ça existe, si au moins s'il déclare des impôts. Quelqu'un comme moi, c'est de ça que j'ai pratiqué. J'ai fait des déclarations d'impôts, j'ai travaillé pour la bourse, voilà, c'est tout ça, ça fait partie de mon être, de ce que je suis aujourd'hui. Et c'est ce que je demande vraiment
qu'on ne juge pas trop négativement la diaspora. Parce que vous avez quand même certaines personnes qui ont fait beaucoup de choses, pas forcément dans les études. Hein. Moi, je n'ai pas fait de grandes études, hein, mais j'ai fait de bonnes études. Et j'ai travaillé dans une entreprise qui avait des écoles supérieures. On fabriquait des ingénieurs pour l'entreprise et autres. Donc, en formation interne. Pas forcément des diplômes où on arrive ici, on dit moi je suis docteur en ceci, docteur en cela, mais le docteur qui n'a jamais rien créé. Un ingénieur qui n'a rien créé ou jamais pratiqué. Donc ça, on doit aussi, là je prends un peu le mot comme ça puisque c'est dans les débats, on doit aussi sortir de la maladie du diplôme. Hein? Il faut que les Congolais sortent de la maladie du diplôme. Ce n'est pas parce qu'on est diplômé qu'on est compétent. C'est une présomption de compétence. On est diplômé. Parce qu'on célèbre ici, comme c'est le cas ces jours ici, on célèbre les diplômes même pour les enfants de la maternelle. C'est no sens, comme disent les anglophones. Donc on montre déjà à l'enfant que, bon, voilà, tu es arrivé. Ça n'a aucun sens. Vous savez, en Europe, moi je prends le cas de... Moi je travaillais en banque, je travaillais à la filière poste, et je travaillais aussi en filière banque de la poste. J'ai travaillé dans la filière téléphonie mobile de la poste. Je suis un des créateurs qui ont participé à la création de la poste mobile en France. On a, avec mon ancien chef, on avait créé des logos, par exemple. Enfin bon, je passe rapidement. On doit absolument valoriser l'expérience que les diplômes. Vous allez trouver quelqu'un qui a un diplôme, par exemple, vous appelez comment ici, G1, G2. Voilà. Qui est plus compétent que quelqu'un qui est docteur en je ne sais pas en quoi. Et c'est comme ça qu'à la CENI, je me souviens du débat à l'époque, d'ailleurs c'est la loi qui le dit, vous devez être minimum un gradué ou soit prouver une expérience dans un domaine donné. Ouais. Voilà, tout à fait. Et en Europe, c'est constamment ça. Moi, j'ai recruté, parce que j'ai été directeur d'agence bancaire et postale. J'ai embauché les gens. Et pour embaucher, on est formé aussi comment embaucher les gens. Et vous savez, ce n'est pas les diplômes qui comptent. Hein. Pas du tout. Hein. Ce n'est pas les diplômes. C'est l'expérience, la personnalité et accessoirement les diplômes. Parce que moi, j'embauche un jeune homme qui sort de l'école ici. Il va produire quoi dans mon entreprise? Il va passer peut-être 2 années à apprendre le métier. Mais si j'embauche quelqu'un qui a déjà l'expérience, il est opérationnel immédiatement. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit développer. Et un autre côté qu'il faut aussi prendre de l'Occident, c'est éviter d'embaucher cousins, frères, machin, tout ça là. Parce que ça, le népotisme. Le népotisme, ça, c'est ça aussi qui tue l'économie. On accuse, il a fait ça, il a pris ses frères et sœurs, mais il ne faut jamais donner aux gens le bâton avec lequel ils vont vous taper. Jamais. Et lorsque vous regardez le système congolais, je veux parler du système de l'État congolais avec ses hommes. Comment l'État gère ses hommes? Comment l'État gère ses fils, ses enfants? Qu'est-ce que vous avez envie de prendre de l'Europe, hein, de l'Europe et amener? Je préfère la fin de la question que le début. Parce que vous m'amenez sur un débat politique et je ne veux pas entrer dedans. Non, mais la politique, même quand vous la fouillez, elle vous rattrape. Hein. Non, je peux pas. Je vous en prie, allez voilà. selon... Par contre, oui, effectivement, qu'est-ce que nous pouvons amener comme expérience de la gestion de l'État occidental, qui par ailleurs a prouvé comment je vais dire, son efficacité. Hein. L'État occidental a prouvé son efficacité. Vous pouvez avoir, comme la Belgique, 2 ans, il n'y a pas de gouvernement, mais l'État fonctionne. Pourquoi? On a valorisé l'agent. De la plus basse échelle, jusqu'au cadre supérieur. On le valorise. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'on a un salaire qui lui permet de vivre. Et c'est primordial. C'est primordial. Si on n'est pas bien dans sa maison, on ne sera pas bien au travail. On le valorise aussi en termes d'évolution professionnelle. On n'attend pas 10 ans pour qu'un fonctionnaire change d'échelon ou qu'il puisse avoir une promotion. On n'attend pas 10 ans. Au bout de 3 ans, 4 ans, on doit faire évoluer les gens. Ce qu'on appelle l'indice du fonctionnaire. Il doit évoluer. Je crus savoir qu'ici, les fonctionnaires ont aussi des indices. Il faut les faire évoluer. Évidemment, si un fonctionnaire est incompétent, on ne va pas le faire évoluer, bien évidemment. Mais très rarement, il y a des fonctionnaires incompétents.
très rarement. Troisièmement, il faut aussi aider le fonctionnaire à faire vivre sa famille. L'Africain aime la famille nombreuse. Si un fonctionnaire touche un petit salaire, comment il va faire vivre sa famille? Comment il sera bien? Il ne le sera pas. Et il ne sera pas efficace à son travail. Donc, c'est les trois, plus ou moins, paramètres basiques qu'il faut prendre en compte. Mais ça, il n'y a pas besoin de faire les grandes écoles. Parce que soi-même, on le vit aussi. Qu'on soit ministre ou qu'on soit autre chose, on vit aussi la même problématique. Est-ce que mon salaire me permet de vivre correctement? Est-ce que mon salaire me permet d'acheter une maison? Est-ce que mon salaire me permet d'avoir un crédit pour acheter un véhicule? C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit quand on prend des décisions à ce niveau-là. Moi, je ne porte pas de jugement sur le gouvernement ou qui que ce soit. Moi, je parle de ce que je sais. Moi, je suis un fonctionnaire de l'État français. Je suis retraité fonctionnaire de l'État français. Et la fonction publique, je connais. Comment ça fonctionne, je connais. J'ai fait des études dans ce domaine-là, je pratiquais, j'ai recruté, j'ai fait une carrière du bas de l'échelle jusqu'au cadre supérieur. C'est vous dire si je ne connais pas tout ça, comment ça se passe. Dans les briefings, vous me parliez du brassement. Oui, j'adore ça. Ok, allez-y. Alors, tout ça, c'est parmi les formations acquises. Moi, je suis venu du Congo, je ne connaissais rien à tout ça. Et c'est la pratique professionnelle qui m'a appris cela. Alors, c'est toujours désagréable d'entrer dans un lieu public, un magasin, un dispensaire, un bureau ouvert au public, où vous rencontrez des gens là-bas assis ou debout qui ne vous disent pas bonjour. Pour moi, c'est un péché. C'est un péché. C'est pas normal. Même si vous ne connaissez pas la personne, vous dites bonjour. Est-ce que je peux vous aider? Vous cherchez quelqu'un? Vous avez rendez-vous? Ce sont les b.a.-ba. Alors, le brassement, c'est un mot technique pour un agent en relation avec le public. Et on peut aussi l'appliquer dans la vie privée. Vous vous réveillez ce matin chez vous, vous dites bonjour à votre épouse. Ou l'épouse dit bonjour à son mari. Ou on dit bonjour aux enfants. Comment vous allez? Vous avez bien dormi? C'est ça que ça veut dire brassement. Alors, brassement, c'est le B, c'est le bonjour. Le R, c'est le regard. On ne dit pas bonjour. Et d'ailleurs, c'est ce qui est pratiqué ici souvent. On dit bonjour à quelqu'un, on regarde à côté. Bonjour, ça va bien. Il ne regarde même pas la personne en face. Ce n'est pas un bonjour, ça. Il dit bonjour en passant. Voilà, bonjour. En passant. Voilà. Il ne regarde même pas. Voilà. Et ça doit changer. Quand on dit bonjour, on regarde en face. Regardez la plupart des cadres qui viennent ici occidentaux. Quand ils vous saluent, ils vous regardent dans le vue. Ils vous regardent vraiment, ils vous serrent la main, parfois durement. C'est pour montrer que je suis aussi un homme, je suis virulent, ou je suis une femme, je suis une personnalité. C'est ça que ça veut dire. Et ça, on doit l'apprendre aux gens. On ne peut pas dire bonjour à quelqu'un à 5 km, on ne regarde pas la personne. Non, c'est inadmissible. Même dans un magasin, on regarde, monsieur le client, bonjour. On est content de vous recevoir, vous allez laisser votre argent. C'est ce que ça veut dire. Pour revenir au brassement, donc, le B, c'est le bonjour, le R, c'est le regard. Qu'on se croise nos regards. Le A, c'est l'attention. Quand je vous regarde, est-ce que je porte attention à vous? Est-ce que je peux vous aider? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je peux vous accompagner là où vous avez rendez-vous? Et donc le S, c'est le sourire. On ne dit pas bonjour, bonjour, visage fermé, comme si on était fâché avec la personne. Ben non. Quand on est fâché dans sa maison, quand on franchit, moi je dis souvent à mes agents ceci. Je finis pas à casser le micro. Quand j'ai dit à mes agents, mes collaborateurs, quand ils arrivent le matin, vous êtes à votre mari, vous passez la porte là, ça reste dehors. Ici, même si vous êtes fâché avec votre mari, vous souriez. Avec votre femme, vous souriez. Avec vos enfants, vous souriez ici. Parce que nous, on est là pour faire marcher le business. Smile, comme disent les anglophones. Exactement. Donc le S, c'est le sourire. Et le dernier A, c'est au revoir. Il faut dire au revoir aux gens. Le monsieur, il est venu, il a fait des achats, il a dépensé $100. Vous le laissez partir sans lui dire au revoir. Vous ne voulez pas qu'il revienne, du coup. Ça veut dire ça, en fait. Exact. Si vous me dites au revoir, elle est sympathique, je vais revenir, cette caissière. Peut-être qu'elle est même jolie. Ça fait plaisir de voir des gens jolis. Donc, c'est ça que ça veut dire, en fait. Je parle de ces petites boutades. Pourquoi? Parce que j'ai vécu un peu ça ici, mais en Europe, ça existe aussi en Europe, rassurez-vous.
Donc j'ai vécu un peu ça ici, on arrive dans un restaurant. Tu dis bonjour, la personne te demande, on se connaît. Voilà. Ça, je n'ai pas connu encore. Hein, mais par exemple, dans un restaurant d'un hôtel, les gens viennent vous servir sans vous dire au revoir, sans vous dire bonjour. Ça n'a pas d'essence. Je viens laisser mon argent. Un visage renfrogné. Et voilà. Moi, je ne suis pas fâché avec vous. Donc c'est un peu ça. Ce sont ces petites choses-là. Donc les clients doivent exiger le sourire. Exiger, c'est peut-être trop dire, mais ils ont droit au sourire. Pour que ça change, il faut finalement exiger. Ils ont droit au sourire. Alors moi, je n'exige pas. Quand je arrive dans un espace public, personne ne me dit pas bonjour, ne me dit bonjour. Moi-même, je le regarde, je dis bonjour, vous allez bien? La prochaine fois, il me dira bonjour. Encore faut-il que la personne comprenne. Et je pense qu'un homme sensé va le comprendre. Une femme sensée va le comprendre. Donc c'est pour dire que notre pays, le Congo, a besoin d'une nouvelle dynamique. Elle est enclenchée là, quand on voit un peu ce qui se passe depuis 2-3 ans. La dynamique est enclenchée. Mais est-ce que c'est l'homme, c'est la génération actuelle, ou il faut partir des enfants pour que ça change? Non, il n'y a pas de génération actuelle, génération présente et future, non. Je pense que ça englobe tout le monde. C'est le Congo. C'est le Congo. C'est le Congolais. Absolument, c'est le Congolais. Si on met en place une formation directe ou indirecte, ou des structures pour former les gens, on ne va pas dire que c'est uniquement les jeunes. On va dire, ben, écoutez, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Parce que, vous savez, on dit que le sourire est contagieux. Si moi je vous souris, vous allez sourire. Si vous souriez à vos collaborateurs, ils vont sourire. Mais si vous arrivez, vous avez un visage fermé, vos collaborateurs vont dire, mais le chef, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui, quoi. Voyez, au lieu d'être gai, joyeux, ils vont s'interroger, ils vont être stressés. Vous allez stresser vos collaborateurs si vous arrivez fâché. Bien sûr, il y a des problèmes, vous avez le business qu'il faut entretenir et tout ça. Parfois, il y a l'argent, il n'y a pas l'argent. Ça peut stresser un employeur, un patron, c'est normal. Mais ça ne doit pas enlever le côté joie de vivre dans l'entreprise. Parce qu'en fait, on passe plus de temps dans nos entreprises que dans nos maisons. Au moins pour les gens qui travaillent. Exact. Moi, je vous donne une autre, juste là, après je vais arrêter avec mes anecdotes. Voilà. Et par exemple, on a un budget. J'avais un budget, comme mes collègues. Tous les ans, on organisait un repas avec les agents. C'est un budget qui est officiel. Vous demandez l'autorisation, ils vous donnent l'autorisation. Vous pouvez dépenser, par exemple, jusqu'à 500 € pour manger avec vos collaborateurs en repas de fin d'année. Ça crée la cohésion. Ça crée une entente. Ça crée la sympathie entre les agents et son chef. Parce qu'à ce moment-là, il n'est plus chef. Il mange avec ses collaborateurs. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut mettre en place des petites choses qui vont rendre la vie du Congolais plus ou moins agréable. Mais aussi, je ne sais pas, qu'est-ce qui fait que, par exemple, vous, en Occident, les titres ne vous disent rien? Chef, DG, patron... Bon. Ça existe aussi. Ok. Mais ce n'est pas usité ou utilisé comme ici. D'accord? J'ai fait, je ne sais plus à quelle occasion, ou une discussion, ou un débat, je ne sais plus. Je disais ceci. Un des drames de nos pays, c'est l'infantilisation des gens. L'infantilisation des gens. Quand vous êtes face à quelqu'un, vous l'appelez tout le temps boss, vous vous diminuez forcément. Mais vous savez qu'il est boss. Je vous respecte en tant que boss. Mais ça n'enlève pas ma dignité. Quand à chaque fois on dit son excellence, on a l'impression que c'est quelqu'un d'excellent. Tout ce qu'il fait est excellent. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Donc en fait, on crée dans la tête des gens le mensonge ou l'hypocrisie. Voyez? Je n'ai rien contre ce qu'on appelle l'excellence. Ce n'est pas une polémique dans ce sens-là, mais c'est une façon de dire qu'il faut responsabiliser les Congolais. Il faut responsabiliser les Congolais. Les gens doivent mériter. Mériter, absolument. Il faut arrêter ces histoires de... Si on doit appeler quelqu'un excellence... Il faut qu'il soit excellent dans son travail. Et ça ne demande pas de grandes choses. Ça ne s'impose pas. Ça ne s'impose pas. J'ai rencontré un ami, il me dit, j'ai rencontré un ministre, je ne l'ai pas appelé son excellence, il était fâché. Mais c'est grave. C'est très grave. Ouais. C'est très grave.
Et la personne en question, c'est quand même un docteur, c'est pas n'importe qui. Moi, je connais un ancien collègue qui est devenu député. Ouais. Si vous ne l'appelez pas honorable, mais c'est fini. C'est fini. Moi, je veux dire, il faut donner l'essence aux mots. C'est pour ça que j'aime bien mon grand frère qui bambicine toi. Il fait des leçons, il fait des expressions françaises. Ouais. Il donne le bon sens des mots. Et ça, on doit revenir là-dessus. C'est de lui que j'ai appris que tu peux beau être grand dans la profession, mais on s'appelle par des prénoms. J'appelle Jean-Pierre. Jean-Pierre. Ça s'appelle l'humilité. Et chez vous, c'est comme ça ou Absolument, absolument. Vos agents vous appellent par des prénoms? Ça dépend des agents, mais ça dépend des agents. Moi, vous savez, nous les Noirs, il y a ce qu'on appelle le plafond de verre. Quand tu es manager ou quand tu es chef, tu as intérêt à pas trop te mettre... voilà, mais je ne demande pas qu'on m'appelle chef, boss et tout ça. Je veux pas moi, j'ai jamais accepté qu'on m'appelle par mon prénom, par mes collaborateurs. Ça, c'est M. Tchibangou, ça me va parfaitement. Mais qu'on m'appelle Barthélemy par mes collaborateurs, ça, c'est négatif. Pourquoi? Parce que par rapport à nos collègues blancs ou nos amis blancs, on est quelque part un petit peu le jugement n'est pas le même, si vous voulez. Pour ne pas dire un autre mot, mais le jugement n'est pas le même. Ça veut dire que si vous êtes en tant que noir, un manager trop léger, je pense que vous avez des difficultés à manager l'équipe. Voilà. Vous aurez du mal à diriger l'équipe. Il faut montrer que vous avez de la pointe. C'est pour ça qu'en Europe, très souvent, les managers, c'est des anciens militaires, des anciens policiers ou des anciens officiers. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui savent manager les équipes. Ça s'improvise pas. Moi, je vois vous savez, la plupart des gens qui viennent, des Occidentaux qui viennent ici, c'est des anciens militaires, anciens officiers. Ils sont formés à résister au stress. Ils sont formés à négocier toute la nuit. Ils sont formés à aller au-delà de la souffrance humaine. Voyez? Et c'est ça que nous devons faire. C'est un grand chantier de la formation. Et juste pour ajouter quelque chose, c'est ça aussi le but de mon voyage ici au Congo. C'est ouvrir des chantiers dans lesquels nous pouvons apporter notre expertise nous-mêmes ou avec des partenaires que nous avons en Occident. Parce qu'on ne peut pas faire 40 ans en Occident et pas avoir des gens sérieux avec lesquels vous pouvez aider votre pays d'origine. C'est ça en fait que je veux. Je veux apporter ce que la France m'a donné. Parce que le Congo aussi m'a donné quand j'étais jeune, jusqu'à mes 19 ans. Je vais apporter cela et c'est aussi le but de mon voyage. Je reviendrai vous voir volontiers pour vous détailler un petit peu ce que j'ai comme proposition ou comme projet. Mais je suis très optimiste et je pense que le pays en vaut la peine. Vous avez conclu sans que je voulais demander, ça démontre l'intelligence, la pertinence et la sagesse. Merci beaucoup de votre passage à Congo Market Télévision. Nous serons heureux de vous retrouver encore une fois ici, si pas ici, chez vous en France. Avec plaisir. Merci beaucoup et à très bientôt. Je vous attends d'ailleurs en France. Merci beaucoup et à très bientôt, chers internautes. Abonnez-vous massivement à Congo Market Télévision. Merci à l'équipe technique, Johnny Benny, une très bonne équipe et à très bientôt. Ciao.